Bonjour à tous. Alors, merci d'être présent du coup pour ce nouveau live. On va parler un petit peu doucement, il est quand même tôt et je n'ai pas envie de réveiller tout le monde. Je vais attendre que vous vous connectiez un petit peu. J'arrive tout de suite le temps que vous vous connectiez. Voilà. Oh, j'espère que vous vous êtes préparé un petit café ou un thé, quelque chose. Alors, j'ai décidé de mettre les lives un petit peu plus tôt. Non. Alors, je vous présente mon chien, Nandasso, qui va être quelque peu envahissant. Du coup, je reviens. Calme-toi. Calme-toi. Alors. Alors, aujourd'hui, donc pour ce live du dimanche, je voulais vous parler d'un livre qui s'appelle Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Je ne sais pas comment ça se prononce, toujours pas. Je vais vous le noter en commentaire. Alors, comme d'habitude, si vous le souhaitez, je vous partagerai le lien du livre pour que vous puissiez le retrouver après. Donc, voilà. Alors, la semaine dernière, on parlait un petit peu des bases de l'improvisation, en fait. Et aujourd'hui, on va parler d'un thème qui va directement en fait se rapprocher de l'improvisation artistique et en fait du détachement mental. Et c'est très exactement en fait le thème principal de ce livre. Alors malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous lire l'extrait car je ne l'ai que sur mon portable sur Audible. Donc voilà, si je verrai peut-être pour vous faire écouter certains passages, si j'arrive à les retrouver, c'est toujours pareil. Mais avant ça, je voulais donc vous parler directement de ce livre. Alors, ce livre, il est très axé sur la spiritualité, entre guillemets. Donc, c'est vrai qu'il va pas parler à tout le monde, en fait. Et pourtant, il y a énormément de points très intéressants qui sont traités dans ce livre. Et pour moi, le thème le plus intéressant, ça va être le travail sur le mental, comment se détacher du mental, et le moment présent. Donc, qu'est-ce que le moment présent et comment s'y attacher. Du coup, ce matin, je vais vous proposer de travailler sur ces deux points, en fait, d'échanger sur ces deux points. Alors, déjà, premièrement, le travail sur le mental. Qu'est-ce que c'est? Dans ce livre, Eckhart Tolle part sur le principe, en fait, comment dire? Je vais partir, d'accord, dans le postulat que tout ce qu'il raconte, comment je peux dire ça? On va partir sur le principe, d'accord, que je parle pour lui. C'est-à-dire, je parle uniquement des idées, en fait, et de ses recherches et de ses livres, voilà, de ses écrits. Alors, déjà, il faut savoir ce qu'est le mental. Donc, du coup, pour Eckhart Tolle, que je ne sais toujours pas prononcer,
Le mental, c'est cette chose qui va créer tous nos blocages en fait internes. C'est le mental qui fait que nous sommes malheureux, c'est le mental qui fait que nous manquons de motivation dans un projet, c'est le mental qui fait que nous pouvons réaliser certaines choses ou au contraire complètement, enfin au contraire échouer dans nos objectifs. Du coup, le mental, c'est... Alors, qu'est-ce que le mental? Typiquement, dans notre corps, on peut séparer deux choses. Voilà, on va avoir le physique, hein, le corps, et on va avoir tout ce qui va être mental, tout ce qui va être... Tout ça, on ne sait pas trop ce qui est, voilà. Enfin, en tout cas, on ne va pas parler de termes scientifiques ou ce genre de choses. Mais voilà, on va dire que très arbitrairement, on va séparer le corps en deux. Donc, enfin, on va se séparer en deux. Donc, notre corps et notre esprit. Je suis désolée, hein, le dimanche matin, c'est un petit peu dur. J'en suis à mon premier café. Donc, n'hésitez pas à échanger avec moi si vous avez des remarques. Du coup, le mental, c'est tout ce qui va être dissocié du corps et en même temps intimement lié à lui. Et c'est tout ce qui va faire comment dire, faire notre personnalité, notre vie, nos échanges avec les gens. C'est ce qui va faire que certaines choses vont être très très simples et d'autres choses vont être très compliquées. Et dans les choses très compliquées, on va avoir tout ce qui va être psychologique en fait. On va avoir tout ce qui va être pensée, les pensées négatives, les pensées tristes, les pensées colériques, ce genre de choses. Et tout ça, tout ce mental va nous rendre malheureux en fait. Si on arrive à se détacher du mental, c'est le point essentiel en fait de ce livre. Lorsqu'on arrive à se détacher du mental, à se détacher de tout ce qui pourrait nous mettre en colère, nous rendre malheureux, nous rendre tristes, en fait, dès qu'on va se détacher du moi physique, en fait, on va se détacher du mental et du coup, on va être sur un plan de sérénité, de bien-être, voilà, enfin, comment dire, on va être sur un plan différent de la majorité des gens, en fait. Voilà. Pour Eckhart Tolle, c'est effectivement pour arriver à atteindre cet état d'osmose, en fait, cet état de détachement du mental. C'est un travail sur soi qui est... en fait, il faut un déclic. Voilà. C'est non seulement un travail sur soi de tous les instants, par le travail de la méditation, par le travail de beaucoup de choses, mais c'est surtout un déclic. Toutes les personnes qui... en fait, tant qu'on n'a pas le déclic, pour lui, on ne peut pas réellement avoir ce détachement. Parce que tout ce qui est autour de nous nous attache physiquement. On va avoir, alors de façon comment dire, très raccourcie, vous allez avoir l'attachement émotionnel et vous allez avoir l'attachement matériel. Voilà. Donc du coup, l'attachement émotionnel, ça va être tout ce qui va être attachement à une personne, tout ce qui va être attachement à nos habitudes, tout ce qui va être attachement à nos valeurs, voilà. Et vous allez avoir l'attachement physique, matériel plutôt, qui va être voilà, tout ce qui va être attachement à un objet. Alors, l'attachement matériel peut être aussi lié à un attachement à une situation, lorsque vous allez être attaché au fait de vivre dans certaines conditions, par exemple. Voilà. C'est un attachement mental, puisque c'est pas vraiment... Enfin, oui, c'est un attachement mental parce que ce n'est pas vraiment matériel. Et à côté de ça, c'est lié à un bien-être matériel, donc c'est quand même de l'attachement matériel. Je ne sais pas si c'est très clair. Voilà, n'hésitez pas à me le dire. Du coup, se détacher du mental, ça va être arriver à se détacher de tout ce qui peut nous arriver de négatif. Et ça, c'est là où c'est compliqué. Et pour Eckhart Tolle, c'est directement lié au point qu'on va voir juste après, c'est-à-dire au moment présent. En réalité, tant qu'on est attaché au mental,
En fait, le mental, ça va être... le mental, c'est tout ce qui va être, en gros, ce qui n'est pas le moment présent. C'est-à-dire, ça va être le passé, ça va être le futur, mais ça ne va pas être l'instant présent. En réalité, tant qu'on n'est pas à 100% concentré sur le moment présent, c'est là où, effectivement, on va avoir de la souffrance, on va avoir de la frustration, on va avoir des choses qui vont se mettre en place. Je m'explique. Pour Eckhart Tolle, en fait, alors, on va on va pas passer directement sur le deuxième point, mais comme les deux sont assez liés, je pense que ça vaut pas vraiment le coup en fait de faire deux parties vraiment séparées, parce que pour lui, dans ce livre, les deux points, le mental et le moment présent, sont vraiment, sont complètement dépendants en fait et interreliés l'un à l'autre. Du coup, se débarrasser du mental, ce serait profiter du moment présent, mais mieux encore, profiter de l'instant présent. Se connecter à l'instant présent, ça va être se détacher du mental. Se détacher du mental, pourquoi faire? Excusez-moi. Voilà. Donc, je disais, le travail sur le mental, alors, pourquoi, lorsqu'on n'est pas dans le moment présent, est-ce qu'on a cette souffrance et cette frustration qui vont se créer? Pour Eckhart Tolle, en fait, donc comme je vous le disais tout à l'heure, tout ce qui n'est pas le moment présent va créer en fait de la frustration, de la souffrance, en fait, va faire entrer le mental. Tout ce qui n'est pas l'instant présent est lié au mental, en fait, directement. L'instant présent, ça va être arriver à se connecter complètement à un état d'esprit, à une situation, à un moment donné, à se connecter en fait à soi, sans prendre en compte tout ce qui ne va pas être l'instant présent. Et tout ce qui ne va pas être l'instant présent, c'est tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui va faire intervenir notre passé, tout ce qui va être une réaction directe, directement liée en fait à un état du passé. Donc ça peut être une situation personnelle, ça peut être une pensée en fait négative de quelques heures avant, ou de quelques mois, ou de quelques années avant. Ça peut être en fait tout ce qui va nous rappeler, en fait, la situation qu'on va vivre va nous rappeler énormément de choses. Lorsqu'on va vivre une situation, quelle qu'elle soit, ça peut être un échange avec une personne, ça va mettre en place en fait plein de mécanismes. Dans cette situation, on va déjà penser ça va nous connecter en fait à des choses qui nous sont déjà arrivées, à des échanges précédents. Lorsqu'on va discuter avec quelqu'un, ça va faire appel à nos souvenirs, mais ça va faire appel également à nos études ou à à nos valeurs fondamentales. Ça va faire appel à un état de pensée intellectuel, dans le sens où on a étudié certaines choses. Si vous voulez, on est, on est construit de nos souvenirs, de nos expériences. Il y a quelque chose qui est très intéressant dans ce livre. Je ne sais plus s'il le dit concrètement, mais en réalité, le travail sur le mental, c'est directement lié aussi au libre arbitre. C'est-à-dire que dans ce grand débat, en fait, de savoir si ce qu'est le libre arbitre, si on est réellement libre de nos choix ou non, on va directement retrouver ce travail sur le mental. Et on va directement retrouver, en fait, cette chose qui va rassembler, en fait, tout notre passé, tout notre futur, en fait.
et qui est le mental. Et donc, qui n'est pas le nous présent, qui n'est pas le moment présent. Ça, c'est vraiment deux choses à part. Le libre arbitre, dire qu'on a du libre arbitre, c'est comment dire qu'on aurait du libre arbitre, c'est oublier en fait que nous sommes créés, que nous sommes ce que nous avons vécu. Et que c'est la vie, en gros, qui nous a formés tels que nous sommes. C'est, alors bien sûr, nos parents, la famille dans laquelle nous sommes tombés, l'endroit dans lequel nous avons grandi. Ça va être également nos capacités, hein, voilà, si on a choisi de les développer ou non. Ça va être le choix de nos études, ça va être le choix de nos vies, en fait, tout simplement. Toutes les personnes que nous avons rencontrées. Et tous ces choix, ils ont été guidés, en fait, mentalement, par notre environnement, par l'époque dans laquelle nous vivons, par notre famille, par tout ça. Alors nous avons fait des choix, maintenant, ils ont très largement été guidés par des comment je peux dire ça, par des éléments extérieurs en fait, voilà, tout simplement. En fait, ils ont directement été liés par des choses qui ne sont pas nous et des éléments, des événements qui nous ont donné l'impression de faire nos choix, mais en même temps qui ont guidé ces choix. Ces choix que nous n'aurions pas fait dans d'autres situations, d'autres lieux, tout ça. Donc ça, voilà, c'est un autre débat, le libre arbitre, mais c'est très très lié au travail sur le mental. Donc je crois que c'est intéressant d'attacher là-dedans. Lorsqu'on va se préoccuper uniquement du moment présent, d'abord, d'après Eckhart Tolle, en fait, ce qui va faire que nous nous détachons de la souffrance, c'est que nous n'aurons plus en fait, nous n'aurons pas cet attachement au passé et au futur. C'est-à-dire que quand la situation va arriver, lorsqu'on va avoir un échange avec une personne, un choix à faire, n'importe quoi, lorsque ce moment va arriver, on va ne plus avoir, en fait, si on vit pleinement, en fait, la situation dans laquelle on vit, on ne va pas avoir les résidus de tout ce qui s'est passé dans le passé, et on ne va pas avoir les attentes, on ne va pas avoir d'attentes, en fait, pour le futur. Et ça, c'est très important. Parce que lorsqu'on échange avec une personne, par exemple, très souvent, on a des attentes. Et les attentes, elles peuvent être diverses. Voilà. Ça peut être... alors, moi, je suis dans la vente, donc ça peut être... voilà. Même si on discute avec la personne, qu'on lui pose des questions, qu'on échange, qu'on l'écoute, on va avoir une attente, ça va être de vendre le produit derrière. Et cette personne a l'attente inverse, c'est-à-dire qu'elle, quand elle va venir, son attente, ça va être d'acheter. Et donc, du coup, la situation va faire que on va être connecté à l'avenir directement, au futur. Et ça peut créer des frustrations, par exemple, si la vente ne se fait pas. Donc, soit d'un côté, soit de l'autre. Parce qu'en fait, les attentes dans la situation, les attentes en fait dans l'échange, vont nous guider en réalité sur vont guider nos pensées, vont guider nos paroles, vont guider notre façon de nous comporter. Et tout ça, en fait, ça peut créer de la frustration, ça peut créer de la souffrance selon la situation. Du coup, on va écouter un extrait, en fait, du livre, donc le chapitre 4. Comment se libérer du mental? Qu'est-ce que vous entendez exactement par observer le penseur? Lorsque quelqu'un va chez le médecin, il lui dit qu'il entend. Alors, oui, je vais peut-être déjà introduire ce chapitre. D'après Eckhart Tolle, pour se libérer du mental, il faut observer le mental. Ça semble assez cohérent hein, comment dire, comme exercice, comme principe.
comme pour toute chose, lorsqu'on veut changer quelque chose qui ne va pas, il faut déjà savoir ce qui ne va pas. Il faut l'observer, il faut l'analyser et trouver les clés pour débloquer en fait une situation, pour débloquer un choix, pour débloquer un défaut. Voilà. Donc là, Eckhart Tolle va nous expliquer en fait, dans ce chapitre, que je ne vais pas vous faire écouter en entier parce qu'il est très très long, mais voilà, dans le chapitre 4, ceux qui liront le livre, que je vous partagerai après, observer le penseur, ça va permettre de se détacher du mental. Donc, je vais vous faire écouter un extrait et puis on en reparle après. Comment se libérer du mental? Qu'est-ce que vous entendez exactement par observer le penseur? Lorsque quelqu'un va chez le médecin et lui dit qu'il entend des voix, celui-ci l'enverra fort probablement consulter un psychiatre. Le fait est que, de façon très similaire, presque tout le monde entend en permanence une ou plusieurs voix dans sa tête et qu'il s'agit du phénomène involontaire de la pensée que vous ne réalisez pas avoir le pouvoir d'arrêter. Ce ne sont que monologues ou dialogues continuels. Il vous est certainement déjà arrivé de croiser dans la rue des personnes dérangées qui parlent sans arrêt tout haut ou tout bas. En réalité, ce n'est pas très différent de ce que vous et tous les gens normaux faites, sauf que vous le faites en silence. Cette voix passe des commentaires, fait des spéculations, émet des jugements, compare, se plaint, aime ou n'aime pas, etc. Ce que cette voix énonce ne correspond pas automatiquement à la situation dans laquelle vous vous trouvez dans le moment. Elle ravive peut-être un passé proche ou lointain, ou bien elle imagine d'éventuelles situations futures. Dans ces moments-là, la voix imagine souvent que les choses tournent mal et envisage des résultats négatifs. Alors là, je suis à vitesse à 1,45. Donc, je ne sais pas si si vous arrivez vraiment à suivre tout ce qui se dit. Je vais peut-être le baisser pour tout à l'heure. Voilà, hop, 1,25. Donc là, il explique très clairement ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Donc, c'est-à-dire que dans notre tête, on a plein de voix. Enfin, il schématise comme ça. En réalité, c'est plein de pensées. C'est pas vraiment des voix. Les voix mentales. Enfin, après, on peut les interpréter un peu comme on veut. Hein. Il n'y a pas, je pense, de science exacte là-dedans. Mais voilà, c'est toutes les voix en fait qui vont perturber notre esprit. Je finis mon café. Voilà. Du coup, voilà. Là, il nous dit très clairement que toutes ces pensées en fait parasites lorsqu'on vit une situation ces pensées vont nous attacher soit au passé, soit au futur. Soit parce qu'on va avoir des choses, des frustrations, des habitudes, des choses qui vont nous rattacher directement au passé et qui vont du coup influencer directement notre façon d'intervenir en fait dans le moment présent. Soit ça va être, comme on disait tout à l'heure, des attentes pour le futur. C'est ce qu'on appelle l'inquiétude. Cette bande sonore s'accompagne parfois d'images visuelles ou de films mentaux. Même si ce que la voix dit correspond à la situation du moment, elle l'interprétera en fonction du passé. Pourquoi? Parce que cette voix appartient au conditionnement mental, qui est le fruit de toute votre histoire personnelle, et celui de l'état d'esprit collectif et culturel dont vous avez hérité. Ainsi, vous voyez et jugez dorénavant le présent à travers les yeux du passé, et vous en avez une vision totalement déformée. Il est fréquent que chez une personne, cette voix intérieure soit son pire ennemi. Nombreux sont les gens qui vivent avec un bourreau dans leur tête, qui les attaque et les punit sans cesse, leur siphonnant ainsi leur énergie vitale. Ce tyran est à l'origine d'innombrables tourments et malheurs et la cause des maladies. Donc ça, c'est globalement ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, j'espère que vous entendez bien. Vous me dites si vous n'entendez pas le livre. Vous savez, c'est compliqué avec un Audible. C'est compliqué avec Audible, en fait, de lire réellement des extraits. Alors, du coup, on en revient toujours aux mêmes choses, à cette question plus ou moins du libre arbitre, en fait. Et à cette question du bourreau mental, qui est utilisé comme terme, que j'aime bien comme terme. Je trouve que c'est quand même assez
assez clair, assez imagé. Toutes ces pensées perturbatrices, en fait, ces pensées parasites, elles nous sont induites par beaucoup de choses. Elles nous sont induites par notre passé, hein, comme je l'explique. Ça va être induit par nos choix, ça va être induit par nos frustrations, nos échecs, tout ce qui ne nous, comment dire, tout ce qui nous rend dépendants en fait du passé. Lorsqu'on est dans une situation et qu'on réfléchit avec les yeux du passé, on a perdu l'instant présent. Parce que on n'est pas attaché à l'instant présent. Enfin, disons qu'on est attaché à l'instant présent, mais avec nos yeux du nous passé. C'est un peu comme réfléchir, en fait, repenser à une situation du passé, ressasser le passé, en fait, et se dire continuellement, oh, j'aurais dû faire ça, ah ouais, mais si j'avais dit ça, voilà, ah ouais, mais en fait, c'est comme quand vous pensez à une situation, à quelque chose que vous avez fait étant enfant, et en vous disant, oh là là, si j'avais su, j'aurais réagi comme ça, ou j'aurais dû réagir comme ça, ou aujourd'hui je réagirais comme ça. Oui, mais attention, là vous réfléchissez avec vos yeux d'adulte, voilà, avec votre expérience actuelle, avec vos forces actuelles, avec vos capacités actuelles, que vous n'aviez absolument pas à l'époque. Et ça ne sert à rien de ressasser le passé et de bouffer du coup votre moment présent à cause de ce passé, étant donné que d'une, vous n'avez aucune prise sur ce passé. Le passé est passé, vous ne pouvez pas le rattraper, vous ne pouvez pas le corriger. La seule chose que vous pouvez, c'est réinitier une situation présente pour, par exemple, mettre en place une nouvelle relation. Je sais pas, vous êtes brouillé avec quelqu'un dans le passé, vous ne pourrez pas corriger ça. Vous ne pourrez pas corriger cette situation. Cette situation va de toute façon créer des frustrations, des colères, des non-dits, ce genre de choses. Mais par contre, vous pouvez choisir dans le moment présent de réinitialiser la situation en remettant un échange en place. Mais dans le moment présent. Le passé, c'est le passé, vous ne pouvez pas. Tout le monde le sait en fait concrètement. Voilà, on sait tous que le passé, c'est le passé, qu'on n'a pas d'emprise dessus, et pourtant, on a ce bourreau mental qui nous fait nous rattacher en fait au passé et qui est là tout le temps à nous dire oui, mais avant tu étais mieux, ou je sais pas, enfin. Oui, avant, tu faisais 4 kilos de moins, tu étais beaucoup mieux. Ou ton boulot d'avant, il était mieux. Ou ah non, mais cette situation, tu l'as très mal gérée, tu n'aurais jamais dû faire ça. Aujourd'hui, s'il t'est arrivé ça, tu devrais faire ça. Et en fait, tout ça, ces pensées parasites, en fait, le bourreau mental, c'est ce qui va nous bouffer, comme Eckhart Tolle dit là dans l'extrait, ce qui va nous bouffer notre énergie vitale. Alors, notre énergie vitale, en fait, notre motivation plutôt, notre dynamisme, voilà. Parce que ça fait que lorsqu'on a tous ces petits parasites, ces petits bourreaux du mental qui vont nous assaillir comme ça et tout le temps nous perturber, tout le temps venir à l'attaque en fait, c'est ça qui va nous bouffer notre énergie et ce qui fait qu'on ne va pas être suffisamment en forme pour faire autre chose, pour développer le moment présent en fait. On passe à la suite. Mais la bonne nouvelle dans tout cela, c'est que vous pouvez effectivement vous libérer du mental. Et c'est la seule véritable libération. Vous pouvez même commencer dès maintenant. Écoutez aussi souvent que possible cette voix. Prêtez particulièrement attention aux schémas de pensée répétitifs, à ces vieux disques qui jouent et rejouent les mêmes chansons peut-être depuis des années. Alors, petit aparté avant de passer à la suite. La meilleure façon en fait de se détacher du mental et de travailler sur le mental, ça va être la méditation de pleine conscience. Donc il y a plein d'autres exercices. Hein. Pour ceux qui sont sur le groupe réalisation de soins en 5 ans, je vous partagerai le lien pour ceux qui veulent me rejoindre pour la prochaine fois. Vendredi dernier, on a parlé de la méditation de pleine conscience. Faire rentrer la méditation dans son quotidien. Tous les petits exercices en fait pour se connecter au moment présent et pour se détacher du mental sont très très liés
à l'exercice de méditation de pleine conscience. Ça, on en reparlera de toute façon également sur la page. J'en ai déjà parlé beaucoup dans les articles sur la chaîne YouTube. Je vous partagerai le lien du groupe si vous voulez m'y rejoindre. Vous pouvez revoir le live de vendredi dernier. Et on va écouter la suite. Mais voilà. Et du coup, là, se détacher du mental, se concentrer sur le moment présent, l'exercice là dont il parle, c'est très clairement la méditation de pleine conscience. C'est-à-dire se concentrer consciemment et uniquement sur une seule chose. Donc vendredi, je parlais par exemple des aiguilles d'une montre. Donc il y a un livre qui s'appelle Le chemin de la pensée, qui est très intéressant aussi, et qui nous donne des exercices en fait de méditation de pleine conscience, mais sans que ce soit écrit, comment dire, sans qu'on appelle ça réellement de la méditation de pleine conscience. C'est-à-dire uniquement regarder, par exemple, un cadran d'une montre, se concentrer sur la grande aiguille et voir la grande aiguille bouger et se concentrer uniquement en fait sur cette grande aiguille qui bouge. Il y a plein de petits exercices comme ça, on en reparlera. Mais voilà, c'est vraiment ce type d'exercice en fait que Eckhart Tolle, dont Eckhart Tolle parle maintenant. C'est ce que j'entends quand je vous suggère d'observer le penseur. C'est une autre façon de vous dire d'écouter cette voix dans votre tête, d'être la présence qui joue le rôle de témoin. Lorsque vous écoutez cette voix, faites-le objectivement, c'est-à-dire sans juger. Ne condamnez pas ce que vous entendez, car si vous le faites, cela signifie que c'est cette même voix qui est revenue par la porte de service. Vous prendrez bientôt conscience qu'il y a la voix et qu'il y a quelqu'un qui l'écoute et qui l'observe. Cette prise de conscience que quelqu'un surveille, ce sens de votre propre présence, n'est pas une pensée. Cette réalisation trouve son origine au-delà du mental. Ainsi, quand vous observez une pensée, vous êtes non seulement conscient de celle-ci, mais aussi de vous-même en tant que témoin de la pensée. À ce moment-là, une nouvelle dimension entre en jeu. Pendant que vous observez cette pensée, vous sentez une présence, votre moi profond, derrière elle et sous elle. Donc là, c'est à ce moment où on est un petit peu sur de la, sur la spiritualité. Hein. Donc après, voilà, c'est encore un autre élément. Par contre, voilà, un petit point qui est vraiment très intéressant. Et c'est un peu, lorsqu'on fait de la méditation de pleine conscience, on apprend à donc se concentrer sur une seule chose, sur le moment présent, et à laisser passer en fait nos pensées parasites, à ne pas s'arrêter sur elles, à les laisser circuler, à savoir qu'elles sont là, mais voilà, à les laisser couler, à ne pas se concentrer sur elles. Là, c'est exactement l'inverse, puisque là, on est dans une... Bonjour Graciela, bonjour Clairvoyant. Là, en fait, on est sur un travail, en fait, de schéma de la pensée. On est sur un travail d'observation du mental, d'observation de la pensée. C'est-à-dire que lorsqu'on va avoir une pensée qui va arriver, au lieu de la laisser passer, on va prendre conscience qu'elle est là. On va s'arrêter dessus et on va l'analyser. Alors, c'est très compliqué, bien sûr, de le faire pendant une conversation, mais ça peut être un très bon exercice à faire lorsque vous êtes, voilà, lorsque vous essayez justement de vous mettre à la méditation, ou c'est un très bon exercice aussi lorsque vous vous endormez. Vous savez que les pensées parasites, ça fait partie de ces choses qui vont faire que vous ne dormez pas bien, ou que votre nuit, en fait, n'est pas réparatrice. Du coup, c'est vrai qu'il y a un exercice très très bon hein, qui marche très bien, c'est d'avoir un petit calepin à côté du lit et un stylo. Et dès que vous avez une pensée qui arrive, de la noter pour vous libérer l'esprit. Ça peut être des choses voilà, absurdes, du style bonjour Audrey, du style il faut que je pense à acheter du pain, voilà. Ou il faut que je pense à faire le linge, ou il faut que je pense à appeler l'assurance, ou voilà, ça peut être des petites choses comme ça. Ça peut être des choses plus, voilà, comment dire, qui vont plus vous bouffer, c'est-à-dire ouais, aujourd'hui, j'ai mal parlé à cette personne, j'aurais pas dû dire que ça comme ça. Enfin, voilà, des petites choses frustrantes qui vont vous bouffer en fait votre énergie. Et ça, c'est très intéressant effectivement de le noter et de vous attarder dessus.
et de vous attarder à pourquoi est-ce que cette situation a dérapé, pourquoi est-ce que ça vous bloque, pourquoi est-ce que ça vous revient comme ça dans l'esprit. Parce que des fois, en fait, on va penser à des situations d'il y a 10 ans, 15 ans en arrière. Mais voilà, quelque chose, c'est... je ne sais pas si ça vous le fait également, mais moi, par exemple, lorsque j'ai commencé à travailler sur la méditation de pleine conscience, à chaque fois que je me posais pour méditer, j'avais des images d'il y a très longtemps, en fait, qui me venaient, qui me parasitaient complètement mon exercice. Et pourtant, je suis une personne qui n'a pas une mémoire extraordinaire. Salut. Qui n'a pas une mémoire extraordinaire. Et du coup, là, quand ces choses venaient, ça avait une netteté et une... Comment dire? Comment on peut dire ça? Je pensais à tout, en fait, aux détails, voilà, aux sentiments, à la chaleur, aux couleurs. Enfin, ça me venait vraiment très, très naturellement pour me bouffer, en fait. Et donc, du coup, on est très fort, en fait, pour se faire du mal. On est très, très fort lorsque notre mental doit nous parasiter, en fait. Et du coup, se détacher du mental, ça va être d'analyser ces pensées qui arrivent et de se dire pourquoi cette situation me pèse autant? Pourquoi est-ce que j'y pense? Qu'est-ce qui fait que j'y pense? En fait, analyser cette situation, analyser cette pensée, ce souvenir, en fait, pour l'effacer de sa mémoire. Ou en tout cas, pour se détacher émotionnellement de ce souvenir. Cette pensée perd alors son pouvoir sur vous et part rapidement en retraite parce que, en ne vous identifiant plus à elle, vous n'alimentez plus le mental. C'est le début de la fin de la pensée involontaire et compulsive. Lorsqu'une pensée s'efface, il se produit une discontinuité dans le flux mental, un intervalle de non mental. Au début, ces hiatus seront courts, peut-être de quelques secondes, mais ils deviendront peu à peu de plus en plus longs. Lorsque ces décalages dans la pensée se produisent, vous ressentez un certain calme et une certaine paix. C'est le début de votre état naturel de fusion consciente avec l'être, qui est généralement obscurci par le mental. Avec le temps et l'expérience, la sensation de calme et de paix s'approfondira et se poursuivra à l'infini. Alors là, un petit point par rapport à la pensée et aux recherches d'Eckhart Tolle. Donc, pour lui, en fait, le mental va schématiser, d'accord, tout ce qui va être, donc, comme je vous disais tout à l'heure, frustration, tristesse, donc tout ce qui va être lié au passé ou au futur. Donc, en fait, aux frustrations du passé, aux souvenirs auxquels on est émotionnellement attaché du passé, et aux frustrations, aux attentes que nous avons sur le futur. Et en contradiction complète avec ça, on va avoir l'esprit, on va avoir l'être, et l'être va être directement lié au moment présent. En réalité, en fait, d'après Eckhart Tolle, c'est une pensée qui est très intéressante, dès qu'on est dans le moment présent, dès qu'on est vraiment centré sur le moment présent, on est directement, en fait. C'est-à-dire, on est nous, on est dans la... Comment dire, on est l'être avec un grand E, voilà. Et du coup, tout ce qui va nous déconnecter de cette situation d'être, de cette situation du moment présent, ça va être le mental. Voilà. Et donc là, il explique ça. Vous sentirez également une joie délicate émaner du plus profond de vous, celle de l'être. Voilà. Donc là, du coup, pour lui, dès qu'on est connecté à l'être, au moment présent, on va avoir justement la sérénité, on va avoir juste la sérénité, en fait. On va être déconnecté de tout ce qui peut nous faire souffrir, de tout ce qui peut nous frustrer. Et qui est lié directement soit à une situation du passé, enfin à une pensée liée au passé, soit à une pensée liée au futur. Donc, les attentes, tout ce qui... Enfin, c'est beaucoup des attentes, en fait. Voilà. Donc, soit parce qu'on n'est pas bien, on a l'impression de ne pas être bien dans le passé, pour une raison ou pour une autre, et là, dans ce cas, enfin, on a l'impression de ne pas être bien dans notre moment présent, excusez-moi. Et du coup, on a des attentes pour l'avenir, des attentes de mieux,
des rêves, des choses qui vont, qui vont faire qu'on court continuellement après le temps, au lieu de profiter complètement du moment actuel. En fait, on va être tout le temps en réflexion, en attente pour l'avenir. Et donc là, contrairement à ça, lorsqu'on est complètement connecté à notre instant présent, à notre être, à tout ce qu'on vit au moment où on le vit, là, dans ce cas, on va avoir une sérénité qui va transcender tout ça. Parce que justement, on n'aura ni les frustrations du passé, ni les attentes du futur. Et donc, on pourra vivre pleinement l'instant présent, se connecter à l'instant présent, et donc gagner en sérénité et en bien-être. Il ne s'agit pas du tout d'un état de transe, car il n'y a aucune perte de conscience. Bien au contraire, si la paix devait se payer par une réduction de la conscience et le calme par un manque de vitalité et de vigilance, il n'en vaudrait pas la peine. Dans cet état d'unité avec l'être, vous êtes beaucoup plus alerte, beaucoup plus éveillé que dans l'état d'identification au mental. Vous êtes en fait totalement présent. Et cette condition élève les fréquences vibratoires du champ énergétique qui transmet la vie au corps physique. Lorsque vous pénétrez de plus en plus profondément dans cet état de vide mental ou de non-mental, comme on le nomme parfois en Orient, vous atteignez la conscience pure. Et alors, vous ressentez votre propre présence avec une intensité et une joie telle que toute pensée, toute émotion, votre corps physique ainsi que le monde extérieur deviennent relativement insignifiants en comparaison. Cependant, il ne s'agit pas d'égoïsme, mais plutôt d'absence d'ego. Vous êtes transporté au-delà de ce que vous preniez auparavant pour votre moi. Cette présence, c'est vous en essence, mais c'est en même temps quelque chose de plus vaste que vous. Ce que j'essaie de transmettre dans cette explication peut sembler paradoxal ou même contradictoire, mais je ne peux l'exprimer d'aucune autre façon. Au lieu d'observer le penseur, vous pouvez également créer un hiatus dans le mental en reportant simplement toute votre attention sur le moment présent. Devenez juste intensément conscient de cet instant. Donc là, on va passer sur le côté spirituel qui va pas forcément toucher, tout le monde. Donc là, le côté spirituel, ça va être lorsqu'on va se détacher justement du mental et être complètement connecté à l'instant présent, on va donc développer en fait des bassos. Le retour du chien. On va être du coup connecté au monde en fait de façon très vibratoire. Donc ça, c'est encore complètement autre chose. On ne va pas en parler ici, c'est pas du tout mon domaine. Le domaine sur lequel je suis à l'aise, donc on ne va pas en parler là. Par contre, donc là, ce qui est intéressant, c'est la transition avec la concentration sur le moment présent. Donc, comme il explique, il y a deux façons, on va dire, de se détacher du mental. Regarder le penseur, analyser le penseur, c'est-à-dire analyser toutes les pensées parasites qui vont arriver, les analyser, les défaire, en fait, défaire les mécanismes qui vont nous attacher émotionnellement à ces pensées. Et il va y avoir la concentration pure et dure sur le moment présent. Et c'est là où on arrive justement sur les exercices de méditation de pleine conscience qu'on a vu tout à l'heure et dont on en reparlera parce que c'est vraiment très intéressant. Alors, il y a le chapitre 4 est bientôt fini, il reste à peu près 2 minutes, donc je trouve que c'est quand même intéressant. C'est un chapitre qui est un peu clé dans ce livre, donc je vous le partagerai, il est vraiment intéressant. Ça peut débloquer beaucoup de choses pour beaucoup d'entre vous. Donc, les premiers chapitres vont être vraiment axés en fait sur son travail, sur ses recherches, sur pourquoi il a écrit ce livre, tout ça, même s'il y a des choses qui sont très intéressantes dans ces chapitres. Le chapitre 4, c'est vraiment une explication de ce qui est le mental, en fait, en opposition à l'être et du coup à l'instant présent. Et après, les autres chapitres, ça va être vraiment du travail sur soi, en fait. Des explications sur... en fait, il va faire une sorte de dialogue dans son livre. C'est-à-dire que, en fait, il a combiné toutes les questions que les gens, ses élèves, en fait, ou les personnes dans les conventions lui posent. Et du coup, il y répond, tout simplement. Et c'est un échange entre toutes les questions qui viennent naturellement lorsqu'on écoute ce genre de choses.
Par exemple, ben oui, mais il est naturel d'avoir peur de la mort, ou il est naturel d'être triste lorsqu'une personne autour de nous meurt, ou ce genre de choses. Ou des choses beaucoup plus simples, du style, oui, mais moi, je n'arrive pas à ne pas m'inquiéter pour la situation. Moi, j'ai peur de ne pas pouvoir payer mes factures en fin de mois, ce genre de choses. Et lui, il va tout simplement expliquer, en fait, son schéma de pensée, expliquer par rapport à ses recherches, ce qui fait que, en fait, on peut débloquer tout ça de façon très naturelle. Même si c'est très humain d'être attaché comme ça au mental. Mais que ce n'est pas une fin en soi. Et que lorsqu'on arrive véritablement à travailler sur cet exercice de pleine conscience, là, on peut se détacher même des situations les plus douloureuses et les plus pénibles. Alors, on va finir du coup le chapitre. Vous en tirerez une profonde satisfaction. De cette façon, vous écartez la conscience de l'activité mentale et créez un vide mental où vous devenez extrêmement vigilant et conscient, mais où vous ne pensez pas. Ceci est l'essence même de la méditation. Dans la vie quotidienne, vous pouvez vous y exercer durant n'importe quelle activité routinière qui n'est normalement qu'un moyen d'arriver à une fin, en lui accordant votre totale attention afin qu'elle devienne une fin en soi. Par exemple, chaque fois que vous montez ou descendez un escalier, chez vous ou au travail, portez attention à chacune des marches, à chaque mouvement et même à votre respiration. Soyez totalement présent. Ou, quand vous vous lavez les mains, prenez plaisir à toutes les perceptions sensuelles qui accompagnent ce geste. Le bruit et la sensation de l'eau sur la peau, le mouvement de vos mains, l'odeur du savon, etc. Ou bien encore, une fois monté dans votre voiture et la portière fermée, faites une pause de quelques secondes pour observer le mouvement de votre respiration. Remarquez la silencieuse mais puissante sensation de présence qui se manifeste en vous. Le critère certain qui vous permet d'évaluer si vous réussissez ou non est le degré de paix que vous ressentez alors intérieurement. Ainsi, le seul pas crucial à faire dans le périple qui vous conduit à l'éveil est d'apprendre à se dissocier du mental. Chaque fois que vous créez une discontinuité dans le courant des pensées, la lumière de la conscience s'intensifie. Il se peut même que vous vous surpreniez un jour à sourire en entendant la voix qui parle dans votre tête, comme vous souririez devant les pitreries d'un enfant. Cela veut dire que vous ne prenez plus autant au sérieux le contenu de votre mental et que le sens que vous avez de votre moi n'en dépend pas. Voilà. Là, c'était la fin donc, du chapitre 4. Et du coup, là, donc, on en revient toujours à la même chose, c'est-à-dire que la méditation de pleine conscience peut être, c'est ce que j'expliquais du coup vendredi dans le live. Je vous partagerai le lien vers le livre pour les personnes qui veulent m'y rejoindre. La méditation de pleine conscience, ça peut être fait de diverses façons. Voilà. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on pense à méditation, on pense à s'asseoir sur un coussin, en tailleur, les yeux fermés, en écoutant de la musique zen, voilà, et ne penser à rien, tout ça. C'est pas forcément ça, d'accord? C'est pas le plus simple déjà, et c'est pas forcément ce qui va nous mettre à la méditation. En réalité, comme il l'explique très bien dans ce paragraphe, en fait, le fait d'être connecté à toutes les situations les plus anodines et à faire attention à tous les détails. Exemple, c'est la différence entre se connecter à un but et se connecter à des actions. Voilà. On en avait parlé, c'est la semaine dernière d'ailleurs, sur le dernier live, on parlait de ça justement. Alors, vous savez que la qualité n'était pas terrible, donc je vais le resituer là. Il y a deux façons de penser en termes d'objectifs. Soit on va penser au résultat final, donc au but à atteindre, soit on va penser aux actions qu'on va mener pour atteindre ce but final. Lorsqu'on va penser au but final, à ce qu'il faut atteindre, ça va nous mettre une certaine pression, une certaine angoisse, parce que on va se mettre un temps imparti, qui peut être plus ou moins long, et c'est vrai qu'on va se mettre la pression pour atteindre cet objectif. Ou tout simplement, on va faire les choses
pour atteindre cet objectif-là. Donc, on ne sera pas concentré sur les actions qu'on va mettre en place, on va être concentré uniquement sur le but final. C'est bien d'avoir conscience de ce but, mais si on est trop axé là-dessus, on ne fait plus attention à ce qu'on met en place au quotidien pour y arriver. Et donc là, c'est ce qu'il explique. Exemple, bête, hein, étendre le linge. Le but en soi, c'est de vite s'en débarrasser pour faire autre chose, ou parce qu'il faut le faire, donc on n'a pas le choix, on le fait. Alors que se connecter à chaque action, chaque petit bout de linge qu'on va étendre, et se concentrer uniquement sur ce qu'on est en train de faire, je sais pas, la sensation du linge mouillé, le fait de retourner le linge, le mettre dans le bon sens, l'étendre, tout ça, c'est des trucs, faire attention, voilà, se connecter morceau de linge après morceau de linge, vêtement après vêtement. La finalité sera la même, vous aurez étendu le linge. Voilà, donc vous serez passé à autre chose. Ça, c'est le but. Mais la sérénité ne sera pas la même, parce que vous ne penserez qu'à ce que vous êtes en train de faire. Donc déjà, vous le ferez plus efficacement, hein, parce que vous serez concentré là-dessus. Donc vous n'allez pas vous y reprendre à 50 fois pour déplier un linge ou pour le mettre. Voilà, hein, pour toutes les personnes qui ont étendu une linge dans leur vie, le nombre de fois où ça vous est arrivé de mal étendre quelque chose, ou de mettre à l'envers, ou je sais pas, ou en tout cas de ne pas le faire de la façon dont vous aimez le faire, uniquement parce que vous étiez en train de penser à toute autre chose. Voilà, on est tous connectés à ça. Enfin, on a l'habitude, c'est la société qui nous habitue à faire plusieurs choses en même temps, et donc du coup à ne pas se connecter totalement à une seule tâche, mais au contraire à s'éparpiller. Et cette façon, en fait, ce problème, lorsqu'on s'éparpille, c'est qu'on n'est pas concentré sur ce qu'on fait, et donc du coup, on perd énormément de temps et d'énergie à faire une tâche. Voilà. Moi, c'est vrai que je le vois beaucoup dans la vente, et c'est encore quelque chose sur lequel je travaille, quelque chose sur lequel j'arrive plus ou moins à faire dans mon quotidien, même s'il y a encore du travail, hein, c'est un travail de tous les jours, ça. Développer en fait la pleine conscience, développer sa sérénité au quotidien, c'est un travail de tous les instants. C'est beaucoup plus compliqué lorsqu'on est dans le milieu professionnel où les gens ont beaucoup d'attentes envers nous et où on a beaucoup d'attentes envers nous-mêmes et où on se met beaucoup de pression. Et du coup, se connecter au moment présent et se connecter à chaque action qu'on fait et pas à la finalité, ça va nous permettre de déclencher en fait, de se déconnecter au schéma de pensée qui fait qu'on va être frustré, qu'on va avoir des attentes pour l'avenir. Et du coup, on sera trop concentré sur le mental et pas assez sur l'être. Ouais. On en revient toujours à la même chose. Et du coup, je trouve que ce chapitre est vraiment très intéressant. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, donc n'hésitez pas, j'espère que vous l'avez bien entendu déjà. Donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Je le trouve très intéressant et je trouve qu'il va créer beaucoup de choses. Je vous ai fait écouter celui-là et pas les autres parce que c'est vraiment une introduction. Pour moi, c'est le chapitre 4, l'introduction réelle à tout le livre en fait. Tout ce qui est avant, c'est vraiment qu'une explication du livre. C'est une belle introduction aussi, hein, mais c'est plus une préface au final qu'une introduction au moment présent. Et tout le reste, par contre, va expliquer les mécanismes pour se détacher du mental et pour mettre en place en fait une réelle concentration sur le moment présent. Et du coup, pour finir, pour conclure ce live, petit point en fait sur l'improvisation artistique, parce que c'est exactement ça. La meilleure façon de réussir une improvisation théâtrale, ce n'est pas de voir où on veut aller, ce n'est pas le but final, c'est les actions qu'on va mener pour ce but final. Très clairement, d'accord, si vous allez tirer des petits papiers, c'est la semaine dernière, je pense que j'en parlais de ça. Donc il y a un exercice sur l'improvisation artistique qui marche, qui est un exercice un peu clé de l'impro. Vous prenez un chapeau, vous mettez des petits morceaux de papier dedans avec plein de sujets différents. Vous en tirez un certain nombre selon la règle du jeu et vous devez inventer une situation, une histoire avec ça. Si vous intellectualisez, que vous regardez ces petits mots et vous dites « Ah oui, donc du coup, je vais faire ça, 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 et puis je vais conclure sur ça », ça va être un échec total, ça va être une catastrophe, vous allez être tout le temps connecté à ce que vous devez, à la situation finale. Et alors, pour peu que quand vous êtes seul, c'est une chose.
mais souvent, on est en groupe en improvisation théâtrale. Et donc, du coup, lorsqu'après, vous allez être regroupé avec diverses personnes, les souhaits et les attentes de tout le monde vont se mélanger et ça va être très compliqué d'arriver à quelque chose d'homogène et d'intéressant. Et au contraire, ça va faire quelque chose pour le spectateur de très gênant et pour vous aussi d'ailleurs. Alors que je parle d'improvisation théâtrale parce que vous connaissez ma position là-dessus, c'est extrêmement lié à tout ce qu'on fait au quotidien de toute façon. Ça, on en reparlera longuement, un live tous les dimanches, même si ça dure qu'une heure, voilà, on a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de thèmes à aborder. Mais c'est vrai que pour arriver à un résultat vraiment harmonieux, tout simplement, on va faire des propositions. On va recevoir tous les petits papiers, regarder les papiers, se donner déjà une première idée, garder en tête tous les papiers qu'on a, tous les sujets qu'on doit aborder, et se lancer en acceptant les propositions de tout le monde. Et c'est aussi comme ça qu'on va mener, en fait, il faut tout voir comme une danse, qu'on va mener une conversation. En fait, on va danser avec la conversation, on va danser avec l'autre. On va mener une situation, on va danser avec cette situation. Il faut voir ça de façon extrêmement harmonieuse, extrêmement doux, extrêmement détendu et complètement déconnecté de la pression et de l'attente de la situation finale, en fait, du but qu'on doit atteindre. Donc c'était donc voilà, donc je vous parlais aujourd'hui, qui vient d'arriver, du pouvoir du moment présent. Donc le pouvoir du moment présent, c'est un livre d'Eckhart Tolle que je ne sais toujours pas prononcer, mais ce n'est pas grave. Et donc voilà, les clés vraiment de ce livre et ce qui fait qu'il est aussi intéressant. Alors comme j'expliquais un petit peu plus tôt, donc voilà, après vous pourrez revoir le live en entier pour ceux que ça intéresse, mais comme je disais plus tôt, il y a une dimension très spirituelle dans ce livre qui va faire que certaines personnes ne vont pas rentrer dedans, très clairement. Il ne faut pas s'arrêter à ça, vraiment pas, d'accord? Parce qu'effectivement, bon, la spiritualité, il y en a qui... ça, on va dire qu'on va être plus ou moins touché selon nos croyances, selon notre vie, selon nos schémas de pensée. Il faut se déconnecter de ça. Lisez le livre, écoutez-le. Moi, je l'écoute, ce livre, sur Audible. Je vous en ai parlé la semaine dernière. Je trouve que c'est un super système parce que ça nous permet justement de pouvoir lire dans n'importe quelle situation. Et ça, c'est vraiment génial. Ce qui est un peu paradoxal avec le fait de vivre toutes les situations en pleine conscience, mais ça, on en reparlera. Parce que c'est vrai que techniquement, quand on est en linge en écoutant un livre, on n'est pas complètement concentré soit sur le livre, soit sur ce qu'on fait. Donc voilà, il faut après arriver à trouver, on va dire, un bon compromis. Et c'est une question de dosage, hein, comme pour tout. Mais voilà, c'est vrai que je trouve que c'est quand même un très très bon système. Et du coup, dans ce livre, comme on disait, donc pour résumer, hein, on va avoir deux choses qui vont être distinctes. On va avoir le mental. Le mental, ça va être tout ce qui va nous connecter à notre passé ou représenter nos attentes sur le futur. Et du coup, tout ça, ça va créer en fait toutes les situations de tristesse, de frustration, de colère. En fait, tout ce qui va nous bouffer de l'énergie vitale, comme dit Eckhart Tolle, et de tout ce qui va en fait nous démotiver ou créer de la fatigue, que ce soit physique, mentale. Voilà, créer, on va dire, de la négativité. Ça va être le mental. Et de l'autre côté, donc en totale opposition à ça, vous allez avoir l'être. Et l'être, c'est tout ce qui va être connecté à l'instant présent. Tout ce qui va être détaché de tout ce qu'on a vécu, de tout le passé, de toutes les frustrations du passé, de tout ce qu'on regrette, tous nos échecs, tout ce qui nous bouffe dans le moment présent, tout ce qui fait qu'on n'a pas confiance en nous, tout ce qui fait qu'on n'est pas bien dans notre corps, qu'on n'est pas bien dans notre esprit, qu'on regrette certaines relations avec des gens, tous nos regrets en fait. Et en même temps, nous déconnecter de toutes les attentes pour l'avenir. Des attentes qui peuvent être extrêmement très stressantes et qui peuvent créer des situations extrêmement gênantes avec d'autres personnes et avec d'autres situations. Parce que lorsqu'on a des attentes trop hautes et lorsqu'on essaie de manipuler la situation, la personne pour atteindre un objectif, pour réaliser ses attentes,
on n'est plus connecté à l'instant présent et ça va créer pas forcément des conflits, ça peut, mais ça va créer en fait de l'électricité, si on peut dire ça comme ça, dans la situation ou dans les relations avec la personne. Et du coup, comme on n'est pas connecté à l'instant présent et qu'on a trop d'attentes sur l'avenir, on peut mal gérer une situation, mal gérer une conversation, créer de la tension en fait avec l'autre personne. Et à partir de là, cette situation-là va devenir une situation regrettable du passé. Parce que lorsqu'on va passer à travers ça, quelques jours après, on va repenser à cette situation qui était une situation du présent et qu'on a mal gérée à cause de nos attentes futures. Et ça va devenir une situation tendue dans le passé. Et ça va créer en fait un moment de frustration dans le présent. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est très intéressant de travailler sur ça, vraiment très intéressant par rapport à notre relation avec les gens, par rapport aux situations, par rapport à nos instants de vie. C'est extrêmement intéressant. On se met beaucoup trop la pression dans notre société. C'est fou la pression qu'on se met et le mal-être, le malaise généralisé que ça crée. Voilà. À chaque fois que je rencontre une personne, et je rencontre énormément de personnes, comme voilà, vous le savez très certainement, je travaille dans une galerie marchande, je suis opticienne dans une galerie marchande, je vois je ne sais combien de personnes, et c'est incroyable l'état d'inquiétude ambiante des gens et la pression, la frustration que les gens se créent en fait. Voilà. Et donc du coup, je trouve que ce livre est extrêmement intéressant à diffuser très largement, à mettre entre toutes les mains, et ne vous focalisez pas sur l'effet, sur le côté spirituel du livre. Si vous n'êtes pas attaché à ça, c'est pas un souci, d'accord? Déconnectez-vous de ça. Mais par contre, vraiment écoutez tous ces conseils sur le travail du mental, le travail de l'instant présent, parce que c'est très très fort et c'est nécessaire pour votre quotidien. Voilà, donc c'est tout pour ce live. Je ne sais absolument pas de quoi on parlera dimanche prochain. J'en ai aucune idée, donc je vais voir. Peut-être que voilà, si j'ai pas une idée très définie, je vous ferai un sondage pour savoir vous ce qui vous tente le mieux. Par contre, si vous avez des impressions, des remarques par rapport à ce live, des remarques par rapport au live du dimanche dernier, ce genre de choses, bah écoutez, voilà, n'hésitez pas, soit à me le laisser en commentaire, soit à m'envoyer un message privé, soit à m'appeler, voilà, et pour qu'on en rediscute. Et je vous dis à dimanche prochain. Alors, j'ai décidé de mettre les lives de 8h à 9h. Même si pour moi je suis moins réveillée que de 9 à 10, très clairement, c'est pour ça que j'ai mon café avec moi. Mais comme ça laisse la possibilité à tout le monde de regarder le live tranquillement en prenant son petit déjeuner, voilà. Et par contre de pouvoir après avoir tout le reste de la journée. Le dimanche c'est important, souvent c'est le jour où on est connecté à notre famille, où on est connecté à notre temps de repos, voilà. Et c'est important, c'est une journée, je pense, importante pour tout le monde. Donc je préfère le faire, voilà, plutôt comme ça. Après je vous libère. Et ben, je vous dis à dimanche prochain. Merci à tous ceux qui ont été présents pour ce live, tous ceux qui m'ont laissé un petit message. Et voilà, dès que j'éteins le live, je vous partage de suite les liens. Donc pour le livre, Le pouvoir du monde présent, et pour le lien du groupe Facebook, Réalisation de soi en 5 ans. Je vous y attends avec grand plaisir pour ceux qui veulent m'y rejoindre. Voilà. Bonne journée à tous, à bientôt, bon dimanche.